You're on mute, I think, Margot. Thank you, Brian. So I did say on mute. Merci, Brian. Alors, sur muet, je disais, via l'interprète que vous entendez maintenant, on va attendre une dernière minute, puis on va commencer pour le webinaire d'aujourd'hui, qui est le suivi de la fermeture du NPD. Bien, nous avons une vingtaine de participants avec nous. Il y a peut-être des retardataires qui vont arriver, mais nous allons malgré tout commencer. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à notre premier webinaire de 2021 qui concerne le projet de fermeture de NPD. Je suis Margot Thompson et j'appuie les communications pour ce projet pour les laboratoires nucléaires canadiens, LNC. Et nous faisons quelque chose de différent aujourd'hui. Nous ajoutons quelques petits sondages pour vérifier auprès de vous ce que vous en pensez. Donc, avant de vous présenter Juliette, qui est notre conférencière cet après-midi, on veut voir si certaines des personnes qui nous écoutent ont peut-être participé à des webinaires précédents. Alors, je vais simplement mettre ce sondage à l'écran. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors voilà. Connaissez-vous le projet de fermeture du réacteur NP? Alors, je vais le laisser ouvert pendant quelques secondes de plus. Il semble que presque tout le monde a pu voter. Alors, la grande majorité connaît bien. Bon, parfait. Bon, dans un sens ou dans l'autre, vous en saurez encore plus bientôt. Aujourd'hui, Juliette Louise, analyste environnementale dans l'équipe de projet, va vous présenter les étapes du projet de fermeture. Et puis ensuite, dans la prochaine question de sondage, on verra si vous connaissez bien le programme de surveillance environnementale d'LNC. Voilà, je vais vous laisser ça pendant environ 40 secondes. Et nous avons 24 participants aujourd'hui. Alors, je crois que tout le monde a pu voter maintenant. Et il semble que tout le monde est un petit peu au milieu. Alors, j'espère que tout le monde en saura un petit peu plus à propos du programme de surveillance environnementale, tout du moins au niveau du site de réacteur NP. Voilà, je vous montre les résultats. Très bien, alors vous pouvez poser des questions à tout moment durant la présentation. Et nous aurons une séance de questions-réponses après la présentation de Juliette. Et il y aura ensuite Katie Hogue, qui est le gestionnaire des approbations réglementaires pour le projet, Christine Gallagher, gestionnaire du programme de protection environnementale pour LNC, et Brent Wilcox, qui est directeur du projet. Et avant de passer la parole à Juliette, je vais passer en revue quelques points d'ordre pratique. Le webinaire est disponible à la fois en français et en anglais. Si vous m'entendez, c'est que vous écoutez l'interprétation en français. Vous pouvez autrement choisir la langue de votre choix en cliquant sur le petit log en bas, interprétation. Et l'icône pour les questions de la période de questions est en bas, Q et A. Ensuite, on vous enverra un court questionnaire à la suite de ce webinaire pour avoir votre rétroaction et vous donner l'occasion de poser plus de questions. Et on va mettre ce webinaire sur YouTube dans les jours à venir. Alors sur ce, Juliette, je vous passe la parole. Merci Margot. Alors le sujet du webinaire d'aujourd'hui
c'est le suivi du projet de fermeture du réacteur NP. Le suivi de fermeture, c'est suivre l'environnement pour voir les prédictions des déclarations d'impact environnemental. Et ici, on prévoit qu'il y aura un impact minimal sur l'environnement. Donc, la surveillance de suivi sera utilisée pour confirmer cela. Donc, dans cette présentation, je vais commencer avec un rapide survol d'où se trouve le réacteur NP, un petit peu l'historique de ce réacteur et l'objectif du projet de fermeture. Puis, je décrirai la surveillance que nous faisons actuellement sur site. Je vous présenterai le planning qui passe par des évaluations environnementales fédérales. Le projet demande des approbations par la Commission de sûreté nucléaire avant de pouvoir aller de l'avant. Puis, pour le reste de la présentation, je résumerai les plans de suivi pour le projet de fermeture du réacteur NP. Je vous présenterai les échéances pour la surveillance et vous donnerai quelques exemples de ce qui sera surveillé et des lieux et de la fréquence de la surveillance. Puis, je décrirai les actions qu'on peut entreprendre si on a des résultats inattendus. Et puis, je conclurai la présentation en permettant à toute personne invitée à participer à un atelier de se joindre à nous où on examinera les détails de la surveillance proposée pour avoir de la rétroaction. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera à haut niveau pour vous donner un aperçu général et puis les ateliers sont là où on peut se plonger dans les détails techniques. Alors, le site NP est le long de l'autoroute Trans-Canada, à mi-chemin entre North Bay et Ottawa, est situé sur la rive sud de la rivière des Outaouais. On voit ici une photo agrandie du site avec l'autoroute Trans-Canada qui passe en bas, et puis la route principale NP qui amène à la zone développée, construite du site. Voici une autre vue de la propriété NP. La délimitation est montrée en jaune. La zone totale du site est autour de 1000 acres. La grande majorité du site est simplement de la forêt qui n'a pas été touchée. La zone construite du site ici représente à peu près 10 acres, à savoir 1% de la propriété. Et c'est là que les activités du projet auront lieu. Alors, un petit historique du site. Le réacteur NP était le premier au Canada à produire de l'électricité au réseau. Il a opéré jusqu'en 1987. C'était un réacteur à eau pressurisée. C'était un centre de formation pour beaucoup d'opérateurs et d'ingénieurs des industries nucléaires canadiennes. En 1987, après avoir complété sa mission pour montrer que l'énergie nucléaire pouvait être utilisée pour générer de l'électricité nucléaire au Canada, le réacteur fut mis en fermeture sécurisée. Puis, il y a eu une première phase de démantèlement durant laquelle le réacteur s'est dû retirer son carburant et drainer, et les eaux lourdes ont été transférées au laboratoire de Chalk River. Les composantes et structures non nécessaires ont été retirées. Donc, par exemple, il y avait un centre de formation et des bâtiments de bureaux qui ont été retirés. Et sur l'image à droite, on peut voir les fondations qui restent, où étaient ces bâtiments. Le bâtiment du réacteur a été en fermeture sécurisée depuis plus de 30 ans. Le gouvernement du Canada a demandé à LNC d'accélérer la réparation environnementale du site avec l'objectif de réduire les responsabilités dans le temps au niveau nucléaire du Canada. Et puis, ce qu'on ne peut pas se débarrasser de ces produits autre part, il faut le faire sur place. Donc, si on vous décrit ce que cela représente, l'image à gauche vous montre l'état actuel du site. Pour vous donner une idée d'échelle, la partie la plus profonde descend jusqu'à près de 100 pieds en dessous du niveau du sol dans la roche. L'image en bas vous montre le travail en progrès. La structure en béton existante demeurerait. Certains des murs en béton font jusqu'à 8 ou 9 pieds d'épaisseur. La partie au-dessus du sol serait démolie. Et puis ensuite, le site serait rempli de coulis de remplissage, un béton qui coule très bien, spécialement formulé. Et on aura une petite usine sur site pour fabriquer ce coulis de remplissage. La partie qui contient les structures nucléaires serait recouverte d'un capuchon en béton et toute l'empreinte du bâtiment serait recouverte d'un système de couverture d'ingénieurs avec de la végétation par-dessus. Le résultat final, comme vous pouvez voir à droite, sera un site sécurisé
Cela protège l'environnement car cela contient et isole les contaminants dans le site qui a fait l'objet d'un remplissage. Vous pouvez voir à droite à quoi ressemblerait le site une fois que la démolition est complétée. Vous pouvez voir que la cheminée demeurera. Cette cheminée est l'une des plus grandes au Canada, donc il est important de la garder car c'est un lieu de nichage pour certains oiseaux. Alors maintenant, nous allons donner quelques exemples de la surveillance qui a lieu à l'heure actuelle au site NP et autour. La surveillance confirme que le public et l'environnement autour du site sont protégés. La carte à gauche vous montre où on prend des échantillons de radioactivité pour le tritium, le césium 137 et on prend de l'eau au rapide des Joachim et un peu plus bas près de Deep River. Et on ne voit pas de différence dans les résultats en amont ou en aval. Par exemple, le tritium est à peu près à 3 becquerels par litre, à la fois en amont et en aval. Pour le contexte, c'est bien en dessous des directives de Santé Canada pour l'eau potable qui est de 7000 becquerels par litre. La photo à droite vous montre deux emplacements que l'on surveille sur le site NP. Pour les émissions dans l'eau, on prend des échantillons qui passent par un tuyau qui draine autour du bâtiment. Ce drainage amène de l'eau du sol vers la rivière des Outaouais afin d'assurer que le site soit sec. Ceci est fait 2 fois par an pour les polluants. Ils sont en dessous de 0,01% de leur limite. Les émissions aériennes sont également surveillées pour cette cheminée de ventilation et ces deux paramètres sont en dessous de 0,01% de leur limite. Chaque année, un résumé des résultats de surveillance est affiché sur le site web du LNC, donc à la page d'accueil. Si vous cliquez sur le lien performance, rapport de performance vers une liste pour les LNC, il y a un lien vers le résumé de résultats de surveillance pour le réacteur NP pour 2020. Pour ce qui est des programmes de projet, le mois dernier, la Commission de sûreté nucléaire a déterminé que de l'information supplémentaire avant que l'on puisse considérer que leur dossier est complet. L'objectif vise à se concentrer sur l'engagement autochtone. Une fois que l'EIS est resoumis à la Commission de sûreté nucléaire, ça sera affiché sur le site web du LNC et on s'attend à ce que ça soit dans les mois à venir. Après que la Commission de sûreté nucléaire détermine que c'est complet, il y aura ensuite un examen complet de 90 jours par les autorités fédérales et provinciales et ça sera mis à jour à nouveau pour traiter des observations techniques. Et maintenant, on pense que le dernier EIS sera soumis à la fin de cette année. Une audience en 2 parties aura lieu pour le projet et en attendant une approbation favorable, le projet pourrait commencer dès l'automne 2022. Alors, l'objet principal de la présentation, c'est le suivi qui est la partie formelle de l'évaluation environnementale fédérale. C'est utilisé pour confirmer 2 choses. Tout d'abord, confirmer que l'impact environnemental du projet s'aligne avec ce qui est prévu dans le plan. Et pour le projet de fermeture, on prévoit un impact minimal sur l'environnement. Donc, il faut le confirmer au travers de ce suivi. Deuxièmement, ce suivi est utilisé pour confirmer que les mesures d'atténuation fonctionnent correctement. Par exemple, c'est d'utiliser une brumisation pour le contrôle de la poussière et incorporer les connaissances du public et autochtones sont une partie importante des plans de suivi. Donc, quand est-ce que ce suivi commence et se termine? Eh bien, ce suivi commence essentiellement maintenant, avant le début du projet, avec la collecte de données de base qui nous donneront une idée de la situation environnementale actuelle. Ainsi, nous aurons quelque chose pour comparer les résultats de surveillance future. Le suivi se continuera à travers de la phase d'exécution de démantèlement qui dure environ 2 ans. C'est à ce moment-là que la démolition, le remplissage et la pose de la couverture a lieu. Et la surveillance se poursuivra durant la durée de la phase de contrôle institutionnel d'au moins 100 ans, où une surveillance active et une surveillance seront effectuées. Il est important de souligner que la durée des contrôles institutionnels est d'un minimum de 100 ans et que les approbations réglementaires sont nécessaires avant que cette phase puisse être terminée. Donc, les détails de la surveillance sont séparés en 3 documents.
avec un document chaque pour les effluents, l'environnemental et les eaux de sol. La raison pour laquelle il y a 3 documents, c'est parce que chaque document s'aligne avec les normes CSA respectives. Alors, les plans sont à l'étape de l'ébauche et ne seront pas terminés avant d'obtenir l'approbation. Il pourrait avoir d'autres exigences en matière de surveillance exigées par le CCSN et on va les incorporer dans le plan au besoin. Alors, les 2 prochaines diapositives vont donner donc une présentation visuelle des composantes de la surveillance et ensuite, je vais vous parler en détail de certaines des activités. Alors, premièrement, pour ce qui est de la phase de déclassement, démolition, ajout du coulis, alors le plan de surveillance des effluents décrit comment on va surveiller les émissions directement du site. On va surveiller les airs qui sont émis de la cheminée. On va également surveiller les émissions de poussière, même les activités de démolition, l'air qui sera, enfin la poussière qui sera donc émis des activités d'ajout de colis seront surveillées. On va également surveiller l'eau qui provient finalement du bassin. Alors, s'il y a de la contamination, ce sera envoyé donc au site de Chalk River. Les activités en vert sont décrites dans le plan de surveillance environnementale. On va surveiller la qualité de la rivière des Outaouais, le bruit également des activités, la radiation dans l'air, c'est quelque chose qu'on surveille à l'heure actuelle. On va continuer à le faire. Ensuite, les martinets ramoneurs. Eux, ils seront surveillés pour comprendre l'incidence des activités sur eux. Il y aura également surveillance et des eaux du système de drainage. En bleu, donc, il y a le plan de surveillance des eaux souterraines. Les eaux souterraines coulent normalement vers la rivière des Outaouais. Il y a 2 puits qui seront utilisés pour surveiller la qualité de l'eau avant que l'eau passe par l'installation. Ensuite, il y a d'autres puits entre les installations et la rivière. Donc, ça, c'est pour surveiller la qualité après être passé par les installations. Donc, la phase de contrôle institutionnel, pour ce qui est de la surveillance environnementale, on va continuer à surveiller la qualité des eaux de la rivière des Outaouais. Pour les martinets ramoneurs, 3 ans après la fin des activités de déclassement, on va continuer à compter les martinets ramoneurs 3 fois par semaine. La radiation dans l'air, on va continuer à la surveiller, bien entendu. Ensuite, les eaux souterraines à l'étape du contrôle institutionnel. Voici en voie donc la direction du flux des eaux souterraines. Les mêmes puits qui ont été utilisés à l'étape précédent seront utilisés. C'est à cette phase-ci, les deux puits avant l'installation et ensuite les 2 puits entre les installations et la rivière des eaux. Je vais parler en détail finalement de la surveillance des eaux souterraines plus tard. Alors, voilà. Ça a été donc un aperçu très rapide des composantes de la surveillance. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Je vais décrire donc l'emplacement de la surveillance pour la surveillance de l'air, des eaux souterraines et des eaux dans la rivière des Outaouais. Ensuite, on va vous donner quelques exemples de la surveillance secondaire. Quelques exemples de cela. Tout d'abord, le sédiment de la rivière des Outaouais. Ensuite, les macro-invertébrés benthiques. Alors, l'air et la qualité de l'air seront donc surveillés pendant la période de déclassement. La poussière peut être créée par la démolition et l'assemblage du couvercle.
Au fur et à mesure qu'on installe le coulis, ça va déplacer l'air et va le forcer vers l'extérieur. Ça sera surveillé. Le tableau en bas de la diapositive vous donne un aperçu de notre plan. L'emplacement principal pour la surveillance sera donc à la guérite. Ça, c'est l'entrée principale aux installations. Alors, c'est quelque chose dont on parle dans la déclaration de l'incidence environnementale et c'est également au début ou sur la voie suivie par les courants d'air. Alors, on va installer des filtres pour analyser la qualité de l'air. On va surveiller donc la poussière, les composantes non radioactives dans le plan. Ensuite, il y a la surveillance visuelle. Donc, il va falloir former le personnel et on va faire cette surveillance en temps réel. Ça va nous permettre de savoir quand il faut mettre en place de mesures supplémentaires. Le personnel va se déplacer d'un endroit à l'autre pour surveiller toutes les activités susceptibles de créer de la poussière. Maintenant, la surveillance des eaux souterraines. Alors, le plan de surveillance propose que les 2 puits en amont et les 11 puits entre les installations et la rivière seront surveillés. On va surveiller donc les produits ou les substances radioactives et non radioactives. Alors, on va surveiller la teneur en plomb parce que le blindage a été fabriqué de plomb. Il n'y a pas d'incidence prévue sur les eaux souterraines parce que le coulis va endiguer ou contenir finalement la contamination. En haut à droite de la carte, on vous donne donc une liste de puits qu'on va surveiller. Alors, la fréquence habituelle de surveillance sera donc 2 fois par an, au printemps à l'automne. Des fois, on va le faire 4 fois par an pour obtenir plus de données. On va surveiller 4 fois pendant la période à la fin du déclassement. Ça va nous donner une idée finalement de l'état des eaux souterraines et on va également faire une surveillance 4 fois par an quand il y aura saturation par les eaux souterraines, donc 40 ans après l'achèvement des travaux. On envisage de commencer la surveillance des eaux souterraines à partir de cette année. On va continuer à surveiller les eaux souterraines pendant le déclassement et pendant la période de contrôle institutionnel également. Alors, la surveillance de la rivière des Outaouais, c'est une composante fort importante pendant la période de déclassement. La rivière sera donc surveillée à cet endroit-ci, représenté par le point jaune, et les 2 autres points seront ajoutés pendant la période de contrôle institutionnel pour tenir compte du flux des eaux. À droite, on voit une carte qui vous montre finalement où on va surveiller, on va faire de l'échantillonnage, donc en aval et en amont. On continue à échantillonner pour établir l'activité radioactive en aval et en amont déjà. On envisage de surveiller la qualité des eaux 4 fois par an et on va continuer avec la surveillance pendant la période de déclassement et pendant la période de contrôle institutionnel également. Alors, j'ai déjà décrit la surveillance de la qualité des eaux souterraines et de la rivière des Outaouais. Ce sont des composants qui seront surveillés parce que ce sont des façons principales pour qu'il y ait contamination possible. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples finalement de surveillance secondaire qui seraient nécessaires si on voit des résultats inattendus. Alors ici, on voit quelques exemples. Donc, le sédiment de la rivière des Ottawa et donc les invertébrés benthiques également.
À l'avenir, la surveillance des sédiments sera nécessaire si on voit des résultats inattendus pour ce qui est de même finalement la surveillance des eaux souterraines ou de la qualité des eaux de la rivière. Et il y a une étude qui a été effectuée l'été dernier sur les sédiments et sur les macroinvertébrés benthiques. On voit donc les flèches qui indiquent les lieux d'échantillonnage. Il y a eu également un autre lieu d'échantillonnage en aval et un autre en aval. Alors, les macro-invertébrés benthiques ont été classifiés. Les résultats sont maintenant compilés dans un rapport. Pour terminer ces diapositives, j'ai ajouté quelques photos. Voici l'outil qu'on utilise pour effectuer les échantillons du fond de la rivière. Ici, on voit donc une photo d'un échantillon de sédiments. Et voici un sédiment qui a été analysé pour déterminer la présence ou confirmer la présence finalement des invertébrés benthiques. On voit que ce n'est pas très loin de la rive. Alors, on compare les résultats de surveillance à deux choses, les prévisions dans la déclaration d'évaluation environnementale et également au point de référence. S'il y a dépassement, on va mettre en place des mesures et ces mesures dépendront finalement du niveau de dépassement. On pourrait très bien effectuer de nouvelles échantillonnages, ajouter d'autres lieux d'échantillonnage, effectuer donc de l'échantillonnage secondaire, mettre en pause le travail ou peut-être mettre en place d'autres mesures d'atténuation. Alors, même si la déclaration prévoit donc une incidence minimale sur l'environnement, il va falloir prévoir des plans par exemple, si on voit qu'il y a des mesures de rémunération qui sont nécessaires, il y a certaines mesures qui sont déjà prévues. Alors, la surveillance sera examinée de façon régulière, donc au moins une fois par an. Et pendant cet examen, les plans peuvent être mis à jour en fonction des résultats de l'échantillonnage, les lieux d'échantillonnage, les paramètres, les fréquences peuvent être modifiés avec justification. Alors, cet examen annuel nous permet finalement de maintenir les plans dans un stade pertinent. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez parler des activités de surveillance en plus de détails, si ça vous intéresse, si vous voulez participer à un atelier, envoyez un courriel à notre groupe de relations avec les intervenants erm.stakeholder@cnl.ca. On n'a pas encore décider les dates, mais on va vous contacter. Les 3 plans de surveillance sont disponibles sur demande. Si vous voulez recevoir un exemplaire, vous pouvez en demander par le billet de la même adresse courriel. Donc, ça vous donne un portrait global des mesures de surveillance. Margot, allons-nous passer directement à la période des questions ou y a-t-il une autre question à poser aux participants? Alors, oui, on va attendre, mais on va attendre à la fin de la période de questions-réponses. J'ai déjà reçu 30 questions plutôt. Alors, commençons. J'ai oublié de mentionner qu'on préfère que les participants posent leurs questions par la case discussion en bas de l'écran. Et vous voyez donc les petites bulles en bas de votre écran. Cliquez dessus. Notre première question est la suivante, et vous l'avez abordée, Juliette, dans votre présentation. On a savoir pourquoi la CNL a rejeté donc l'ébauche de la déclaration d'impact environnemental. Qu'est-ce que ça va prendre finalement pour que ça soit accepté? Ils veulent plus d'informations sur l'échéancier. Vous l'avez effleuré, mais est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Aucun problème. Moi, je vais répondre à cette question. Alors,
la lettre qu'on a reçue de la CCSN nous présentant les résultats de leur examen est maintenant disponible sur le registre de l'impact environnemental. Margot va vous envoyer l'hyperlien. Alors, je vais vous présenter un résumé. La CCSN veut finalement un dossier plus complet de la mobilisation des groupes autochtones et elle veut savoir comment on a tenu compte finalement des préoccupations présentées par ou soulevées plutôt par les autochtones. Ils veulent qu'on les intègre dans la déclaration d'impact environnemental. On travaille à apporter ces améliorations. Alors, on ne demande pas de faire plus de travail d'engagement. Une grande partie du travail a déjà été effectué, mais ils veulent qu'on réunisse toutes les informations, qu'on compile les informations, qu'on les intègre dans la déclaration d'impact environnemental. Au mois de décembre, quand on a présenté la déclaration d'impact environnemental, il y avait 32 demandes d'information qui sont restées sans réponse et au mois de janvier, c'était passé à 5. Donc, 5 demandes d'information et ces demandes portent toutes sur l'engagement auprès des Autochtones. Alors, j'ai mis ce lien dans le chat, comme demandé. Alors, prochaine question. On a aussi parlé, c'est après la fermeture. Alors, si la surveillance indique une montée des niveaux au-delà des seuils acceptables pour les matériaux radioactifs dans l'eau ou l'air, que ferait le LNC? Qu'est-ce que l'on peut faire lorsque tout le site est rempli de coulis? Qui paierait pour le coût? La surveillance, c'est bien, mais s'il y a un problème, ça semble être difficile de remédier au problème. Alors, je vais prendre la première partie de cette question. Et puis, je passerai la parole à Brian pour parler de la question du coût. Alors, j'en ai parlé brièvement durant la présentation, mais s'il y avait une montée des niveaux de radioactivité, il y a des mesures qu'on peut prendre, il y a des plans de contingence. Par exemple, l'exemple que j'ai donné, c'est un système de traitement de l'eau souterraine. Il est important de s'assurer que la surveillance inclut 2 niveaux d'évaluation pour les résultats de la surveillance. Donc, le premier niveau auquel on se compare, c'est le niveau de base ou des prédictions dans l'évaluation environnementale qui sont toutes deux en dessous des limites réglementaires ou des normes provinciales fédérales. Donc, si on voit quelque chose qui dépasse ce seuil-là, on va commencer à réagir, à surveiller davantage, à faire des surveillances suite à un élément déclencheur, et ça s'assurera qu'on n'arrive pas à des niveaux qui excèdent les limites réglementaires. Et puis, à nouveau, des solutions d'intervention seraient en place si nécessaire pour compenser quoi que ce soit. Brian, est-ce que vous vouliez parler du coût? Oui, merci. Merci, Juliette. J'ajoute très simplement qu'en plus de l'information que vous avez donnée pour répondre à cette question, si on voyait des résultats au moment de la surveillance qui allaient au-delà d'un de nos seuils, la première chose que l'on ferait, ce serait qu'on augmenterait la fréquence et le nombre de lieux de surveillance pour avoir une meilleure idée du problème. Et sur cette base, on mettra en application un plan d'action qui pourrait inclure différentes méthodes de dépollution si nécessaire, comme de la filtration ou autre. Mais même si c'est très peu probable que ces déchets nucléaires fuient, c'est conçu pour bien contenir les déchets radioactifs. Mais si ça arrivait, sortir des matériaux du coulis de remplissage est difficile, mais pas impossible. Alors que c'est un événement peu probable, c'est quelque chose qui est faisable malgré tout.
Pour ce qui est de la responsabilité financière, ça se retrouve au niveau du gouvernement du Canada et ils ont l'engagement de s'assurer que toute activité post-fermeture soit financée correctement. Merci Brian, merci Juliette. Prochaine question concerne le lieu Gatehouse qui est au nord-ouest du bâtiment du réacteur. Puisque nos vents dominants viennent de cette direction, je ne comprends pas pourquoi ce serait un lieu acceptable pour de la mesure de qualité de l'air. Tous les contaminants seraient soufflés du bâtiment dans votre direction. Donc cette question est pour vous, Juliette. Oui, alors il a été déterminé au travers de la modélisation de qualité de l'air que ce lieu est là qu'il y aurait la plus forte concentration dans l'air. Et c'est pourquoi la surveillance aurait lieu à cet endroit-là. Et dans cette région générale, le vent suit la rivière et va presque autant d'amont vers l'aval que dans l'autre sens. Et on aurait en plus de la surveillance visuelle, ce qui nous aiderait aussi à surveiller autour du site aussi. Voilà le raisonnement pour avoir situé cette mesure au poste de garde. Merci Juliette. La prochaine question concerne la période de contrôle institutionnel. Si j'ai bien entendu, Madame Louise a indiqué que pour mettre fin à la période de contrôle institutionnel, il faut une approbation réglementaire. Quelle est la nature de cette approbation? Alors, Brian, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, absolument. Alors, même après la fermeture d'un site, ce site demeure sous une licence de la Commission de sûreté nucléaire et une partie de cette licence serait de surveiller la performance continue du site et du programme de fermeture. Et vraiment, le point de décision, c'est qu'une licence ne sera pas interrompue tant que le site n'a pas atteint un certain niveau. Donc, ce ne serait pas une audience de licence, mais ça serait malgré tout un processus réglementaire de prise de décision qui déterminerait quand cesser les contrôles institutionnels ou faire des modifications au programme de contrôle institutionnel. D'accord, merci Brian. Donc, nous avons une question sur les données de base de surveillance. Madame Louis a indiqué que la surveillance du niveau de base commencera en 2021. Que s'est-il passé pour les résultats qui ont été pris depuis 1987? Alors, je peux répondre à cette question. Alors, nous avons ces données-là qui font également partie de nos données de base. Une grande partie de ces données sont résumées dans notre déclaration d'impact environnemental, spécifiquement au chapitre 8. Et les données de surveillance pour chaque année sont également résumées dans le rapport de conformité annuel qui est envoyé à la CSNC chaque année. Les résultats du passé sont indiqués dans les rapports qui se trouvent également dans notre évaluation environnementale. Alors, j'ajouterais aussi à la réponse de Juliette que je crois que la question était qu'il y avait une note dans la présentation indiquant que la surveillance de base allait commencer en 2021, mais je crois que ça s'était lié aux eaux du sol ou en surface. Et la raison pour laquelle c'est indiqué là, c'est parce qu'en partie, ce qu'il faut faire maintenant, avant de lancer le projet, c'est commencer à prendre des échantillons sur place à une certaine fréquence pour que ça soit utilisé dans l'exécution du déclassement et la phase de contrôle institutionnel. Et même si effectivement nous avons des décennies de données pour la surveillance du site, à travers de la phase de surveillance, on veut avoir des résultats initiaux aux emplacements clés qu'on va continuer de surveiller à l'avenir. Merci Katie, merci Juliette. Alors, la prochaine question est liée à cela. C'est quelle est la période de contrôle institutionnel? Est-ce que la même surveillance va se continuer durant cette période-là? Juliette? Alors, la période de contrôle institutionnel, c'est d'un minimum de 100 ans. Et la surveillance va se poursuivre durant cette période de contrôle institutionnel. Ce sera certainement plus que 100 ans.
Et la même surveillance se poursuivra tout du long, mais durant l'examen annuel, si la surveillance supplémentaire est requise, nous pouvons modifier la surveillance qui a lieu pour s'assurer que tout changement dans l'environnement sont représentés de façon appropriée. Merci, Juliette. Alors, la prochaine question, on demande si les niveaux excèdent les niveaux acceptables, quels sont les plans, improbables peut-être, mais quelles sont les solutions de rechange? Le gouvernement du Canada, ça veut dire que ça sera de l'argent des contribuables. Si vous faites ça, que ça ne marche pas, il faut des réponses plus concrètes là-dessus. Si vous faites un déclassement sur site juste à côté de la rivière. Non. Donc, je crois qu'il y a quelques questions ici à déballer. Alors, pourquoi ne pas passer la parole à Brian en premier et puis Juliette? Oui, alors je relis la question pour être sûr de bien l'interpréter. Je ne sais pas s'il fallait plus d'informations sur les solutions de rechange. Ceux-là sont inscrits dans le plan de projet général et ceux-là sont évalués en profondeur dans l'évaluation d'impact environnemental sur la performance du site et l'évolution normale, ainsi que les scénarios qui pourraient avoir lieu et qui affectent le site. Donc, je crois que tout cela est bien documenté dans la déclaration d'impact environnemental et il y a beaucoup de confiance quant au fait que le site aura une performance comme ça. Au bout du compte, la raison pour laquelle ce site et cette approche proposée assureront que les contaminants ne se retrouvent pas dans l'environnement à un niveau qui l'affecte, c'est parce que la grande majorité des contaminants qui demeurent sont coincés dans des récipients en métal comme de l'inox et du zirconium. Et ça prend des milliers d'années à se corroder. Et donc, la question est bonne. Qu'est-ce qui pourrait mal aller? Quelles sont les solutions de rechange? Mais je crois que le LNC le décrit très bien dans l'évaluation d'impact environnemental. L'une des autres déclarations faites par la personne qui pose la question, c'est que l'AIEA ne recommande pas cette méthode de déclassement. Et c'est vrai que dans un de leurs documents, dans une des introductions du document, ils ont dit que ce type de démantèlement n'est pas une approche recommandée. C'est principalement recommandé pour les cas d'accident urgence, qui n'est pas le cas ici, c'est un déclassement contrôlé d'un site. Le reste du document de l'AIEA décrit quelle serait la méthodologie pour traiter des décisions stratégiques pour un démantèlement d'un site et qu'est-ce qui permettrait une évaluation du cas de sécurité. Le LNC a fait cela et a traité de chacun des points dans ce document guide de l'AIEA. Et tout cela est décrit dans un document qu'on peut vous communiquer, toute personne qui souhaite voir ces détails. Donc, au Canada, le régulateur, à savoir la Commission de sûreté nucléaire, attend que l'on prouve que le projet proposé est sûr et protège l'environnement. Et c'est ce que le LNC va faire dans ce cas-ci. Donc, nous avons un dossier de sécurité disponible avec de l'information spécifique sur les questions de l'AIEA si souhaité. Merci, Brian. Alors, dans des webinaires précédents qui étaient disponibles sur notre canal YouTube, porte sur cette discussion en détail. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez y aller et faire un tour. Notre prochaine question
porte sur le contrôle institutionnel. Et c'est la question suivante. C'est une question qui s'adresse à vous. Le permis dont M. Wilson parle, est-ce un permis qui permet l'abandon? C'est une question pour l'instance réglementaire. Moi, je crois que s'il y a abandon aussi, si on détermine après la période de contrôle institutionnel, alors ça sera certainement une permission pour nous d'abandonner le site. Mais je ne vous donne pas une réponse claire, je m'en excuse, mais je ne connais pas tous les détails de la décision réglementaire. Et c'est une décision qui serait prise par la CCSN. On pourrait faire un suivi et vous fournir ces informations après le webinaire. On peut fournir ces informations à tous les participants suite à ce webinaire. Merci, Brian. Il n'y a plus de questions. Alors, on a une observation. Je pense qu'on appelle ça libération du contrôle réglementaire. On va vous poser finalement la dernière question. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les verser à la case discussion et on va vous donner des réponses. Alors, notre dernière question nous permettra de comprendre si ou évaluer le niveau d'information qui a été donné aujourd'hui. On veut connaître votre rétroaction sur le webinaire. On veut savoir si on communique bien aux collectivités. On veut connaître vos avis là-dessus. Et nous avons également un sondage qui sera envoyé qui vous orientera donc à l'hyperlien qui donne accès à ce webinaire. Je vais vous envoyer l'hyperlien dans la case discussion également. Et nous allons également tenir notre prochain webinaire au mois d'avril. Vers la mi-avril, on va vous envoyer les informations. Là-dessus, je viens donc de vous envoyer l'adresse au sondage. 84% des participants ont voté, donc je vous montre les résultats. La plupart des participants sont assez satisfaits. Donc, on apprécie votre rétroaction. Et finalement, il y a deux autres questions qui viennent d'être posées. Alors, Madame Louise a dit finalement que la surveillance de base commencera en 2021. Non, on a déjà répondu à cette question. Alors, oui, on a déjà répondu à cette question. La question est la suivante. Katie, voulez-vous répondre à cette question que l'interprète n'a pas entendue? Alors, ça nous fait, je dois me rapporter à l'échéance, au calendrier que Juliette a projeté tantôt. On prévoit finalement une audience en deux parties en 2022. On a besoin de l'approbation de la CCSN pour qu'on puisse aller de l'avant avec le déclassement, y compris le placement du colis. Donc, on pense qu'on pourrait peut-être commencer l'ajout du colis dès l'automne 2022. Merci, Katie. S'il n'y a plus de questions, il est 2h moins 10, donc on va terminer le webinaire et merci à tout le monde d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Donc, bon après-midi.